Troisième partie, pour combler les trous. Chapitre 50. La mère de Stanley ne voulait pas en démordre. Cette histoire de malédiction n'avait jamais existé. Elle doutait même que l'arrière-arrière-grand-père de Stanley eût jamais volé un cochon. Toutefois, le lecteur sera peut-être intéressé par le fait que le père de Stanley découvrit son produit contre les odeurs de pied le jour où l'arrière-arrière-petit-fils d'Elia Yeltnats avait porté l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Madame Zeroni au sommet de la montagne. L'attorney général fit fermer le camp du lac Vert. Miss Walker, qui avait désespérément besoin d'argent, dut vendre la terre qui avait appartenu à sa famille pendant des générations. Elle fut achetée par une organisation nationale qui se consacrait au bien-être des jeunes filles. Le camp du lac Vert allait devenir un camp de Girl Scouts. Voilà à peu près la fin de l'histoire. Le lecteur a peut-être quelques questions à poser. Malheureusement, à partir de maintenant, toutes les réponses aux questions risquent fort d'être longues et ennuyeuses. Alors Mrs. Bell, l'ancien professeur de mathématiques de Stanley, aurait peut-être voulu savoir dans quelle proportion le poids de Stanley s'était modifié. Le lecteur s'intéressera sans doute davantage aux modifications de son caractère. Mais ces changements sont subtils et difficiles à mesurer. La réponse ne serait pas simple. Même le contenu de la valise avait quelque chose d'ennuyeux. Le père de Stanley parvint à enforcer la serrure dans son atelier, et au début, tout le monde resta muet en contemplant tous ces bijoux étincelants. Stanley pensa aussitôt que Zéro et lui étaient devenus millionnaires, mais les bijoux étaient de médiocre qualité et ne valaient guère plus de 20 000 $. Sous les bijoux, il y avait une pile de papier qui avait appartenu autrefois au premier Stanley Yelnats. Il s'agissait essentiellement de titres de bourse, de certificats d'hypothèque et de billets à ordre. Ils étaient difficiles à lire et encore plus à comprendre. Le cabinet de Miss Morengo mit plus de 2 mois à les analyser. Ils se révélèrent beaucoup plus précieux que les bijoux. Après avoir payé taxes et honoraires, Stanley et Zéro reçurent chacun moins d'1 million de $, mais pas beaucoup moins. Ce fut suffisant pour que Stanley puisse acheter une nouvelle maison à sa famille, avec un laboratoire dans la cave. Quant à Hector, il engagea une équipe de détectives privés. Mais il serait ennuyeux de détailler tous les changements qui se produisirent dans leur vie. Il vaut mieux raconter au lecteur une dernière scène qui eut lieu près d'1 an et demi après que Stanley et Hector eurent quitté le camp du lac Vert. Vous comblerez les trous vous-même. Il y eut une petite fête dans la maison des Yelnats. En dehors de Stanley et de Zéro, seuls les adultes y assistaient. Toutes sortes de boissons, de petits fours étaient disposés sur les tables, y compris caviar, champagne et tout ce qu'il fallait pour préparer des coupes de glace. La télévision retransmettait la finale du championnat de football américain, mais personne ne la regardait vraiment. « Ça devrait venir au prochain écran publicitaire », annonça Miss Morengo. L'arbitre annonça un temps mort et un spot publicitaire apparut à l'écran. Tout le monde cessa alors de parler et regarda. Le spot montrait un match de baseball, dans un nuage de poussière. Clyde Livingstone arrivait en glissant sur la plaque de but alors que le receveur attrapait la balle et essayait de faire un toucher. « Sauf !» criait l'arbitre en faisant signe avec ses bras. Les invités applaudirent bruyamment comme s'il avait véritablement marqué un point. Clyde Livingstone se relevait et époussetait ses vêtements. Tandis qu'il revenait vers le banc des joueurs, il se tournait vers la caméra et disait « Salut, mon nom c'est Clyde Livingstone, mais tout le monde m'appelle Pied de velours. » « Bien joué, Pied de velours, » disait un autre joueur en lui serrant la main. En plus d'être sur l'écran de la télévision, Clyde Livingstone était également assis sur le canapé à côté de Stanley. « Mais mes pieds n'ont pas toujours été aussi doux que des velours, » poursuivit le Clyde Livingstone de la télévision en s'asseyant sur le banc des joueurs. « Il sentait tellement mauvais que personne ne voulait s'asseoir à côté de moi. »« On peut même dire qu'il puait terriblement, » ajouta une femme assise sur le canapé de l'autre côté de Clyde. Elle se boucha le nez d'une main et agita l'autre comme un éventail. Clyde lui fit un signe de se taire. « Et puis, un de mes coéquipiers m'a parlé de Splooch, » reprenait le Clyde de la télévision. Il sortait alors une bombe aérosol de sous le banc et la tenait devant la caméra pour que tout le monde puisse la voir. « Une pulvérisation le matin sur chaque pied, et maintenant, j'ai vraiment des pieds de velours. Et puis, j'aime bien ce picotement. »« Splooch !» disait alors une voix. « Un cadeau pour vos pieds. Fabriqué à partir d'ingrédients entièrement naturels, il supprime toutes les odeurs de pieds provoquées par les mycoses et les bactéries. Et puis, vous aimerez tellement ce picotement. » Tous les invités applaudirent. « Il n'a pas eu besoin de mentir, » dit la femme assise à côté de Clyde. « Quand il enlevait ses chaussures, je n'arrivais pas à rester dans la même pièce. » Les invités éclatèrent de rire. « Je ne plaisante pas, » poursuivit la femme. « Il sentait tellement mauvais. »« Bon, ça y est, tu as eu ton petit succès, » l'interrompit Clyde en lui couvrant la bouche de sa main. Il se tourna vers Stanley. « Tu voudrais bien me rendre un service, Stanley ?» Stanley haussa l'épaule gauche. « Je vais me chercher un peu de caviar, » dit Clyde. « Tu veux bien mettre la main sur la bouche de ma femme pendant ce temps-là ?» Il donna une tape sur l'épaule de Stanley et se leva du canapé. «
D'un air indécis, Stanley regarda sa main, puis la femme de Clyde Livingstone. Elle lui fit un clin d'œil. Il se sentit rougir et se tourna vers Hector, assis par terre, devant un gros fauteuil rembourré. Derrière lui, une femme assise dans le fauteuil lui passait machinalement la main dans les cheveux. Elle n'était pas très âgée, mais sa peau paraissait tannée, presque comme du cuir. Elle avait un regard las, comme si elle avait vu dans sa vie trop de choses qu'elle aurait préféré ne jamais voir. Et lorsqu'elle souriait, sa bouche semblait trop grande pour son visage. Tout doucement, moitié chantant, moitié fredonnant, elle chantonnait une chanson qu'elle avait apprise de sa grand-mère quand elle était petite fille. Si seulement, mais la lune se tait, reflétant le soleil, le monde et ses secrets. Sois fort, mon pauvre loup furbu, avance, héroïque. Et toi, mon jeune oiseau, envole-toi très haut, mon ange, mon unique.